Hermès est pour beaucoup le symbole du luxe avec un grand L. La passion du détail, la fabrication à la main et l'artisanat dans toute sa splendeur. Pour autant, Hermès est l'une des rares marques étrangères à l'horlogerie à avoir percé les méandres de la conquête du temps depuis le lancement de leur première montre en 1928. Aujourd'hui, c'est Charles, un jeune apprenti horloger, qui vient nous raconter son histoire avec une montre Hermès vintage extra plate. C'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Charles, ça va? Bah écoute, super et toi? Ouais. Alors comment ça se passe le déconfinement dans l'horlogerie? Ça se passe doucement et difficilement, mais Ouais. On va y arriver, on va reprendre nos habitudes. Super. Eh bien oui, c'est le deuxième horloger qu'on accueille sur la chaîne. Souvenez-vous, Antoine, on te salue d'ailleurs, qui était venu nous raconter tout ce qu'il avait fait à l'école Wostep avec une montre école. Ouais. Aujourd'hui, c'est pas une montre école que tu viens nous présenter. Pas une montre école. Hein, je sais que tu es fan de vintage, on va dire, et de montres extra plates. Tu nous la montres, cette Bah, Hermès? écoute, bien sûr. Hop. Merci. Est-ce que je peux l'essayer pendant que Bah, tu en avec parles? plaisir. Avec plaisir. Alors je vais l'essayer et pendant ce temps-là, tu réfléchis à un adjectif qui la qualifie le mieux. Je pense que c'est assez simple, ça serait rare. Rare, c'est le premier mot qui me vient quand j'y pense. Est-ce qu'on accepte rare parce que c'est pas un adjectif quand même, hein, pas complètement. Élégante? Ouais. Ah, élégante, je la prends parce que je suis d'accord sur le sujet. Tu as une belle boucle Hermès, hein, très très belle, qu'il faut mettre de façon ne pas se tromper. Voilà, C'est ça, ça arrive souvent. Dans le deuxième passant. Rare et élégante, je suis assez d'accord avec toi. Tu l'as acheté ou tu l'as eu depuis combien de temps? Alors, je l'ai acheté l'année dernière, Ouais. euh, par hasard, pendant un stage en fait. C'est, Stage d'horlogerie? stage d'horlogerie. Ouais. Donc comme tu as dit, en fait, je suis à l'école d'horlogerie et donc tous les ans, il faut qu'on fasse un stage. L'année dernière, je l'ai fait chez un petit horloger à Saint-Germain-en-Laye. Mhm. Et un jour, un client arrive, un client habitué, qui revenait de Drouot, qui venait d'acheter quelques objets, et qui nous ramène cette montre qui ne fonctionnait pas. Qu'il avait acheté chez Drouot. Qui venait tout juste d'acheter chez Drouot, voilà. Et il nous a dit, je voudrais la faire réviser. Au début, je l'ai vu de loin, je me suis dit, oh, c'est joli. Je me suis approché et j'ai vu le nom sur le cadran Hermès. Et là, je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est un nom suffisamment rare dans l'horlogerie, du moins dans l'horlogerie vintage, pour que je sois intrigué. Et j'ai une vraie histoire d'amour avec la marque Hermès, passionné de beaux objets en cuir. Et je sais pas, c'est une marque qui résonne beaucoup pour moi. Et je lui ai proposé de lui À cette racheter. époque-là, tu savais qu'ils avaient fait des montres. On reviendra sur la notion de faire des montres, hein, chez Hermès. Tu savais déjà ça ou c'est la première fois que tu voyais une montre Non, Hermès? alors je savais qu'effectivement ils avaient signé des montres, mais en tout cas c'était la première fois que je voyais une Corum signée Hermès. Ouais, c'est ça. Puisque donc, elle est signée Hermès, Mhm. mais c'est, mis à part la boucle, hein, on va dire, en fait, c'est une Corum. Exactement, c'est une montre fabriquée par Corum, c'est une Corum. Le boîtier est signé Corum, la couronne est signée Corum, le mouvement est signé Corum, mais le cadran est signé lui Hermès. Est-ce que tu l'as déjà vue, cette montre-là, la même, signée Corum? J'en ai cherché, alors la même signée Corum, pas exactement, c'est vrai qu'à l'époque ils faisaient plus ou moins le même modèle avec des toutes petites nuances, donc j'en ai déjà vu avec des aiguilles un petit peu différentes, des cornes un petit peu plus larges, etc., qui sont signées Corum. La même signée Hermès, pour l'instant, j'en ai trouvé que 2. Bah oui, d'où l'adjectif rare. D'où l'adjectif rare, c'est que vraiment, j'ai cherché longtemps et j'en ai vraiment trouvé pour l'instant que 2 exemplaires. Et ce qui est amusant, c'est que les 2 étaient vendus ou ont été vendus à Paris. Donc je pense qu'il y a certainement un lien du fait Ouais, que la boutique bien sûr. historique d'Hermès soit à Paris. Ouais, c'est c'est quoi? C'est une 34 ou une 36? C'est une 34 mm. 34 mm, ouais. Alors c'est une montre qui m'émeut beaucoup parce que tu parles de Corum et il s'avère qu'il y a, quand j'étais petit, j'ai récupéré
la montre de mon grand-père que mon père m'a donnée. Et c'était une Corum comme ça, on va dire un peu Calatrava, hein, c'est-à-dire C'est extra l'idée. plate, extrêmement simple, etc. Et c'est une montre qui malheureusement a été volée dans le cadre d'un cambriolage. Et si je devais la décrire, Charles, ce serait celle-là. Je pense qu'elle était moins extra plate que Mhm. celle-ci, parce que là, c'est vraiment extrêmement Elle est plat. vraiment très très plate, elle Ouais. fait à peine 7 mm. Est-ce que tu as une idée? J'imagine que tu as creusé ça, tu l'as ouvert et tout ça? Ouais, Oui, ouais, je l'ai bien ouverte, je l'ai même très très bien ouverte, je l'ai complètement démontée, désossée de A à Z pour la réviser. Alors, et à ce moment-là, c'était la révision pour le client. Non, alors même pas, je lui ai racheté en fait Avant. dans l'état. Je lui ai racheté vraiment non fonctionnante, sans savoir vraiment ce qu'il y avait. Je l'avais ouverte quand même pour regarder qu'il n'y Et avait qu'est-ce pas qu'il de y a gros comme dommages. calibre dedans? Alors c'est un Aurore Villeray, quelque chose de pas très courant, Ouais. mais c'est très très joli. C'est un mouvement manuel très plat, 3 aiguilles, mais qui est très bien fini avec un perlage sur la platine, un balancier à vis, etc. Donc c'est un beau mouvement simple, propre comme il savait le faire dans les années 60. Donc justement, c'est ça la question que j'avais pour toi, c'est années 60 ça? Ça Tu doit penses? ça Ouais. doit être la fin des années 50, début 60. C'est vrai que c'est difficile. Hermès n'a pas d'archives sur ses montres, ou en tout cas n'a pas voulu me communiquer quoi que ce soit. Et Corum ont également un gros trou dans leurs archives. Donc c'est le mystère. Aurore Villeray, Villeray, j'y vois le village de Mhm. Villeray d'où est Blancpain, de Mhm. mémoire. Aurore Villeray, c'est quoi? Aurore, c'est un autre lieu dit du coin, c'est le nom de la manufacture Apparemment, ouais, c'est le nom ou de du la fabricant des manufacture. poches, ouais, ouais, Voilà. d'accord. Si vous connaissez les amis, si vous avez des infos sur le sujet, c'est avec grand plaisir. Donc tu as acheté celle-ci. En fait, c'est un peu un coup de cœur. C'est-à-dire que c'est arrivé, le modèle te plaît, et puis hop, ça a résonné avec la marque. Ah, c'est un total coup de cœur et c'est vrai que je fonctionne toujours comme ça. C'est rare que je cherche une montre. Le plus souvent, je tombe dessus et je tombe amoureux de la montre et je craque. Et là, c'était vraiment, je suis tombé amoureux d'abord du modèle de la montre parce que je suis un fan des montres extra plates comme ça, 3 aiguilles, voire Mhm, même 2 aiguilles. mhm. J'adore ça et d'avoir vu Hermès sur le cadran, ça a été le deuxième choc et c'était vraiment le coup de cœur. Bah, c'est vrai que c'est extrêmement réussi, hein. C'est vraiment épuré, c'est extrêmement simple. Ça doit passer tranquillement sous ta chemise, Ça sans aucun passe, problème. Sous c'est toutes les chemises sous d'ailleurs. toutes les chemises, ça passe très élégamment. Quand on relève un petit peu le poignet, elle se découvre, c'est magnifique. Alors, on a réfléchi au sujet quand même avant que Charles vienne, hein. D'ailleurs, si vous voulez voir ces montres et un peu ce qu'il peut raconter, ton compte Instagram, c'est... C'est Never Late-du-bas Watches. Voilà. Écoutez, je vous confirme, Charles était à l'heure pour l'enregistrement de cet épisode. Tu as d'autres montres un peu dans le même style. Mhm. Qu'est-ce qui fait que t'aimes bien le côté assez épuré? Tu as plutôt des cadrans lin ou clairs, Mhm. euh, peu sportifs. T'assimiles ça à quoi? Alors au début, j'ai eu des montres sportives. En fait, je pense que c'est par rapport à mon style de vie. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser aux montres. J'étais fin collège, début lycée. Ouais. Donc j'étais entre guillemets un ado, mais enfin voilà, je le suis toujours, mais j'étais l'ado classique entre guillemets. Donc forcément, avec une vie, je bouge beaucoup, je sors avec les copains, etc. Donc j'avais des montres plutôt sport, des classiques, Seiko, plongeuses, etc. Et avec le temps, je me suis calmé. Voilà. Et c'est vrai que maintenant, je suis plus du genre à sortir en soirée, mais dans des soirées plus habillées. J'aime m'habiller de façon beaucoup plus élégante. J'adore mettre une belle veste, etc. Et du coup, c'est vrai que les montres, j'aime que les montres Avec aillent ton avec mon style. style, avec mon style de vie. Et c'est vrai que je suis tombé amoureux des montres habillées. Parle-nous un petit peu du bracelet, hein. Ça a l'air d'être vu comme ça, du veau Barregna, Exactement. hein, qui vient pas de chez Hermès par contre, sinon il aurait été logoté. Non, effectivement. D'où il vient?
Ah, Atelier Roman. Atelier Roman, voilà, que je connais un petit peu. Ils sont très actifs sur Ils Instagram. sont très actifs sur Ouais. Instagram. Il a une jolie collection. Et il fait de très jolis bracelets. J'en ai quelques-uns et ils sont vraiment toujours au top. Et là, je trouvais qu'un cuir Barenia sur piqûre blanche pour une Hermès, c'était quand même particulièrement adapté. Bah ouais, oui, tout à fait. Alors, pour info, les amis, hein, je pense que adapter signifie plus que simplement ça va avec. C'est que, en fait, historiquement, le veau Barenia, c'est un tannage bien particulier d'une tannerie dans l'est de la France. Mais ça a été racheté par Hermès. Donc maintenant, Barenia est devenu une marque. Vous pouvez trouver on va dire, du veau comme ça, huilé sur des bracelets. S'il s'appelle Barenia quand c'est vendu, c'est que c'est chez Hermès, puisque maintenant c'est une marque. Et d'ailleurs, Hermès comme LVMH rachète petit à petit les principales tanneries françaises pour sécuriser leur approvisionnement sur des cuirs vraiment de très très bonne qualité. Et la capacité de tanner et de teindre voilà, les cuirs exotiques, crocodiles, etc. etc. C'est pas un sujet facile parce que là on parle quand même d'animaux, etc. Ça. Mais il y a là le sujet c'est quand même le savoir-faire qui a bientôt 200 ans hein, d'Hermès sur le sujet, qui est pour moi, vous le savez que je suis un grand fan de maroquinerie, donc parler de maroquinerie avec toi c'est toujours un grand plaisir. Ça fait partie du patrimoine français et de la culture de l'artisanat français que de faire perdurer et continuer justement ce savoir-faire. C'est ça. Là, c'est fabriqué à côté de Tours, si je ne dis pas de bêtises. C'est totalement made in France. Alors, sans que ça soit totalement artisanal, cousu sellier, etc. Ça reste un cousu machine, mais c'est bien fait et ben, moi, écoute, ça me plaît beaucoup. Ouais, vu comme ça, pour moi, ça, c'est cousu à la main. Tu l'as acheté en cousu machine, ça? C'est un cousu machine. Ouais. Mais bien fait. Ouais. Bah, c'est vrai qu'il y a un petit décalage des deux côtés. On a l'impression que ça n'a pas été cousu de la même façon. Mais c'est super réussi. C'est bien dans le style Hermès. Très Hermès. Hein, tu n'as pas voulu leur veau grainé qui est utilisé historiquement, hein, le Epsom, Courchevel, enfin, etc. Maintenant, c'est le Epsom qui est utilisé. J'aime beaucoup le Barenia Ouais. ou le Baranil parce que c'est un cuir qui est très vivant. C'est déjà au toucher, il est très agréable, comme tu le disais, il est trempé dans des huiles quand on le tanne, donc il a un toucher qui est un petit peu gras, qui est très agréable. C'est celui qui va patiner le plus vite. C'est ça, et voilà, c'est le bracelet. Alors maintenant, je l'ai depuis quelques temps, ça doit faire 2 ans, mais en l'espace de quelques mois, il s'est patiné, il a pris une patine vraiment magnifique. J'adore ce cuir. Et bien fait. Puis avec la couture comme ça en blanc ou on va dire en écru, ça va extrêmement bien avec le cadran. Donc en fait, c'est une montre Hermès qui est entièrement fabriquée par Corum. Qu'est-ce que ça te dit à toi qui fais des études d'horlogerie d'avoir une marque qui est quand même extrêmement appréciée pour globalement des bonnes raisons, qui donc à cette époque vendaient des montres qui n'étaient finalement pas fabriquées par eux, et puis maintenant, moi je considère qu'on peut dire qu'Hermès est un horloger. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Parce qu'il y a vraiment la notion de la marque qu'il y a sur la montre, c'est pas celui qui la fabrique, et puis maintenant il y a quelqu'un qui fabrique une montre mais qui n'a pas depuis 200 ans une vraie histoire d'horloger comme peuvent l'avoir de nombreuses marques suisses. C'est ce que je trouve intéressant aussi chez Hermès, c'est que au-delà de tout l'aspect maroquinier, ils ont une vraie volonté de créer un univers en général. Et c'est vrai que depuis le début, Hermès, ils ont fait des produits autres que de la maroquinerie. Et à chaque fois, ils ont su trouver les bons sous-traitants, entre guillemets, pour avoir des produits qui correspondent toujours à leur standard de qualité, mais à chaque fois avec l'esprit Hermès. Et c'est vrai que dans l'horlogerie, on voit, comme tu le disais, dès 1928, une volonté de se placer un petit peu dans l'horlogerie. Alors là, c'est vrai que c'était pas vraiment pour créer une montre Hermès, c'était plus souvent, ils étaient revendeurs en fait. Hermès était revendeur de marques comme Rolex, Jaeger-LeCoultre, Universal Genève, on voit beaucoup de pubs Universal, ou plutôt Hermès vante les premiers chronos à 2 poussoirs, c'est assez intéressant. Mais en fait, voilà, ça reste Universal, donc c'est vrai que dès le début, ils ont voulu s'impliquer dans l'horlogerie, et aujourd'hui, ils l'ont montré de façon plus marquée en sortant vraiment leur propre montre. Alors il y a eu la phase où ils ont fait des montres un petit peu mode,
à Quartz, etc., où là c'était plus le côté créatif, mais aujourd'hui ils ont racheté en partie Vaucher Manufacture Ouais. pour faire leurs propres mouvements. Donc c'est vraiment ils veulent s'impliquer dans l'horlogerie autre que simplement par leur nom, ils veulent faire de vrais beaux produits et c'est vrai que pour moi c'est intéressant. Ouais. Moi, je pense que c'est intéressant et en débordant un petit peu de l'horlogerie, on s'en rend compte dans d'autres domaines. Ils ont racheté la manufacture Saint-Louis, si je ne me trompe pas, puis Forca, ou puis Força, d'ailleurs, je ne sais pas comment le prononcer, John Lobb. Ouais. Donc en fait, j'ai l'impression que quand ils rentrent sur un marché, ils y rentrent au départ avec leur savoir-faire de commercialisation et de toucher leur clientèle dans le monde entier en distribuant. Et puis petit à petit, ils intègrent, tout en laissant les marques toujours être visibles. John Lobb, ça existe toujours, etc. Et puis, je veux dire, Hermès fait des bottes d'équitation depuis la nuit des temps. On retrouve toujours, ils restent toujours dans leur ADN en fait, ils sortent jamais, ils vont pas se vulgariser à faire quelque chose qui a vraiment rien à voir. Ou alors, quand ils le font, c'est toujours vraiment en y mettant leur style. Si on regarde même la vaissellerie Hermès, on la reconnaît comme étant une vaissellerie Hermès sans avoir forcément le logo dessus. Donc c'est intéressant, ils ont réussi à se créer un style. Ouais. Puis après, il y a toujours, là on le voit avec la boucle Ardillon, on voit clairement que ça ressemble à une boucle avec un ardillon justement d'une étrivière. Voilà, exactement. Donc, il y a toujours, ou en tout cas très souvent, un rapport à l'origine même de Hermès, à savoir la bourrerie, je crois, bourrerie, donc le travail du cuir et de tous les équipements et l'harnachement pour l'équitation, pour l'équitation et pour les chevaux. Alors revenons un peu, puisque tu es dans la partie technique, et moi je considère que à peu de choses près, soit on est horloger et on peut réellement parler de ce qu'il y a dedans, mais sinon on s'arrête à dire l'alternance c'est ci, c'est ça, etc. On va pas très loin quand on n'est pas un spécialiste. Comment tu t'y es pris donc quand une fois que tu l'avais acheté, donc comment ça se démonte? Est-ce qu'il faut que tu saches comment ça se démonte? Est-ce qu'il faut avoir l'habitude d'un mouvement pour démonter un mouvement? Comment tu t'y retrouves une fois que tu as démonté, je sais pas, il y a combien, 150 pièces, 200 pièces là-dedans? Ouais, il y a une bonne centaine de pièces. Alors, comment tu sais que la bonne vis, elle va là, et ainsi de suite? Je crois que c'est ce qu'on les appelle amis, le savoir-faire. Vous êtes d'accord quand même, quoi? Bah oui, mais là, Aurore Villeray, tu vois, t'as récupéré un plan de montage, de démontage? Absolument pas, en fait. C'est que malgré le fait que ce soit des marques différentes, des fabricants différents, on retrouve toujours, grosso modo, la même construction. Donc, on n'a pas forcément besoin de plan. Après, c'est vrai que chaque mouvement va avoir ses petites particularités. On sait qu'à tel endroit, en dévissant tel pont, on va avoir un ressort qui va sauter ou quoi que ce soit. Là, c'était un peu particulier parce qu'en fait, c'est la première montre que j'ai révisée de A à Z. J'avais évidemment révisé des mouvements à l'école, mais c'était des mouvements en école, des Unitas, des FE, ce genre de choses. Là, c'était la première fois qu'on me donnait une montre que j'avais à réviser complètement, qui était une montre ancienne, qui n'était pas simplement un mouvement école, qui était nettoyé toutes les semaines. Ouais. Donc là, c'était ma première vraie révision. Là, tu t'es jeté à l'eau sur cette montre. Je me suis littéralement jeté à l'eau, ce qui fait que j'ai pris pas mal de temps pour faire la révision. C'est vrai que j'ai dû y prendre facilement 5 heures. Ouais. Là où normalement, quand on fait des révisions à l'école, on est censé prendre moins de temps que ça. Là, j'y ai passé beaucoup de temps parce que c'est vrai que j'ai eu un peu de transpiration sur le front. C'est vrai que j'allais un peu dans l'inconnu. Concrètement, une révision de montre, c'est quoi? Je veux dire, là, d'un point de vue purement horloger, c'est démontage complet du calibre? C'est ça, en fait. La première étape, c'est on démonte tout. Alors, il y a des horlogers qui vont d'abord nettoyer ou d'abord contrôler. Moi, c'est vrai que j'ai d'abord contrôlé. J'ai regardé un petit peu, voir s'il y avait des points d'usure, etc. Donc chaque pièce, pignon, les vis, chaque le pièce, balancier, une par une, spirale, voilà. etc. Exactement, on vérifie que tout est en bon état, qu'il n'y a pas forcément de pièces à changer. Heureusement pour moi, c'était pas le cas là-dessus. Le mouvement avait été entretenu, simplement il était bien encrassé, donc il tournait plus. Ensuite, la deuxième étape, c'est on nettoie. Donc pour ça, on utilise soit un benzinier, on nettoie à la main avec un pinceau et un produit, soit sinon la méthode un peu plus pratique, moderne et feignante, c'est de la mettre dans une machine à laver pour montre, où du coup ça va venir nettoyer tous les composants. Et après, on remonte, on fait toute la partie lubrification qui est très, très importante. Ouais.
et après on règle. Voilà. D'accord. Donc en fait, ta problématique, quand tu es face à un calibre que tu n'as jamais démonté, c'est finalement de savoir dans quel sens s'y prendre, quelle pièce enlever avant, même si globalement c'est souvent assez proche. Ou alors, lorsqu'il y a des complications, là, ça devient plus compliqué. Je pense qu'avec les complications, c'est vrai que j'ai pas eu encore vraiment l'occasion d'en faire. Je suis en 2e année d'horlogerie, même si ça peut sembler relativement long, c'est assez court. Donc c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion vraiment de faire de complications. Euh, c'est vrai qu'il y a un ordre à respecter généralement. Après, sur un mouvement 3 aiguilles, c'est assez simple. En général, c'est l'ordre simplement de savoir si on commence par la minuterie, donc par le côté qui est sur le cadran, ou si on commence par le côté fond de boîte. Ça, en général, on s'en rend compte assez vite quand on essaie de démonter quelque chose, qu'on voit que ça vient pas, on est obligé de prendre par l'autre côté. Mais c'est vraiment plus ou moins un tâton, c'est pour ça que c'est avec l'expérience, on apprend en permanence, en démontant un nouveau calibre, on va apprendre, ah bah il y a une petite subtilité là ou là. Là, heureusement, c'était quelque chose qui était vraiment simple en termes de conception, ils n'ont pas cherché compliqué. Donc ça a été assez simple, mais c'était quand même un peu effrayant, je voulais pas perdre une pièce ou quoi que ce soit, surtout sur ce mouvement qui est pas un mouvement forcément commun. Ouais. Pour retrouver une pièce dessus, ça doit être amusant. Pas facile. Pas facile. Ça se réusine, des pièces qui manquent. Bon, tout ce qui est visserie, par exemple, c'est quelque chose qui est devenu quoi, standardisé, ça se refait, comment ça se Alors, passe? par exemple, pour un rouage, Hum. on utilise des normes, par exemple, pour la denture. Donc c'est vrai que ça permet d'avoir une certaine homogénéité, mais ça reste assez complexe. Je pense que vraiment, on peut refaire une pièce, hein, mais c'est des D'accord. coûts qui sont pas forcément Ouais, envisageables. ok. Ok. Donc là, tu as passé 5 heures Mm. et le standard, on va dire que tu vois que l'école vers lequel l'école cherche à te faire tendre, c'est quoi? De mémoire, je crois que pour un rhabillage complet, on doit être sur 3 ou 4 heures. Ouais. Donc rhabillage complet, c'est la montre arrive, démontée. Alors nous, c'est vrai qu'on Démonte. s'entraîne sur des mouvements. Ouais. Donc on fait uniquement le rhabillage du mouvement. Là, en plus, on va dire qu'il y avait le démontage du boîtier, des aiguilles, etc. Donc ça prend un petit peu plus de temps. Mais bon, il n'y avait pas beaucoup de travail. J'ai très légèrement repoli le boîtier pour qu'il soit un tout petit peu plus brillant, Hum. mais vraiment très très légèrement. Le cadran, j'y ai pas touché. Il n'est pas dans un état incroyable, mais je préférais pas y toucher et laisser la signature intacte, puisque c'est tout ce qui Ouais. fait le charme de cette montre. Ouais. Mais qu'est-ce que tu penses justement de ça? Tu vois, tu dis tu l'as poli un petit peu, le cadran il est intact, etc. Il y a un, il y a une grosse tendance quand même depuis quelques années à boîtier pas poli, euh, cadran, cadran galaxie, cadran araignée, enfin bref, cadran tropical. Un jour ou l'autre, est-ce qu'il n'y a pas une mode là qui va passer? Parce que tu vois quand même des montres qui arrivent sur le marché. Qui sont, Si t'es pas intéressé par l'horlogerie, on te dit mais attends, elle est juste elle est complètement rincée. déglinguée, elle est rincée cette montre. Qu'est-ce que Ouais, t'en penses de ça? c'est C'est compliqué. bien hein, qu'il y ait une notion de mode et tout ça, mais bon. C'est par exemple pour le polissage, moi je suis partisan de l'idée que si le boîtier est vraiment unpolished, s'il Hum, a jamais été poli, on n'y touche pas. Même s'il est rayé ou quoi que ce soit, moi j'y toucherai pas. Un boîtier qui a déjà été poli, s'il est abîmé, je préfère le repolir. Si c'est bien fait, je préfère le repolir pour qu'il soit en meilleur état, quitte à être poli autant qu'il le soit bien. Euh, pour les cadrans, c'est compliqué. Je pense qu'un cadran qui est complètement ruiné, il y a un moment, il vaut mieux le refaire. Un cadran qui est juste légèrement patiné, je préfère un cadran qui a un peu de vécu. ouais, mais regarde, je challenge ça sur ce que tu racontes là sur le cadran. Je veux dire, si c'est ta montre, tu vois, ta montre, celle-là, là, tu vois, celle-là, elle a une histoire particulière finalement. L'avenir dira ce que tu vas faire dans le monde de l'horlogerie, etc. Mais là, aujourd'hui, tu nous dis, c'est la première montre que j'ai réellement révisée moi, autre un Unitas qui est souvent le calibre école. Je veux dire, peut-être que dans 50 ans, le cadran il sera complètement déglingué. Pour toi, bah, tu le feras pas refaire. Toi, ça n'a pas de sens. Enfin, je me C'est dis que ça n'a pas de compliqué. sens. Voilà. Alors que tu achètes une montre. Tu vois, t'as pas eu ton histoire avec, etc. Bah, ou alors tu l'achètes pas, parce que justement, le cadran et tout est terrible. Moi, je l'achète pas. Je préfère
ne pas acheter plutôt que d'acheter quelque chose à tout prix qui soit dans un mauvais état. Celle-ci, ça aura été l'exception parce qu'elle n'est elle est pas totalement parfaite, elle n'est pas mint, et c'est vrai que j'aime beaucoup les montres vintage dans un très bel état. Là, elle n'était pas parfaite, mais elle est tellement rare qu'on ne peut pas vraiment faire la fine bouche. Ouais. Et bon, je me dis que ça lui donne un peu de personnalité, mais non, clairement, celle-ci, je la ferai jamais repeindre. Mais c'est aussi particulier parce que voilà, toute la valeur d'une montre à double signature, c'est dans sa signature. Pour moi, à partir du moment où on le fait repeindre, on perd, ce petit quelque chose de Puis je spécial. vois pas Enfin, moi, vous voyez la complexité du sujet, enfin la complexité, la beauté du sujet finalement. C'est que chacun voit midi à sa porte hein, sur ce genre de sujet. Refaire faire un cadran, je vois pas l'intérêt. Je veux dire, soit c'est une montre qui est tombée, où clairement il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a une applique, il y a des index qui sont partis, etc. Il faut le faire. Une montre vintage comme ça, la faire repeindre, je vois pas quel sens ça a. Ça peut avoir un sens pour celui qui sait pas sa montre, il l'achète une bouchée de pain, il la fait refaire et puis il est content avec. Mais sinon, le propre d'une montre ancienne, c'est qu'elle est dans l'état dans lequel elle est. Elle a son vécu, elle Voilà. a ses traces. Voilà. Là où j'ai plus de doutes moi, et vous allez me détester, les amis, c'est qu'il y a quand même un paquet de montres où on se dit ah ouais c'est magnifique, etc. Mais elles sont juste complètement déglinguées. C'est le Je veux dire, juste équilibre. avec le cadran qui est complètement cramé dans tous les sens. D'ailleurs, on peut même se poser la question comment il est cramé comme ça, quoi. Tu vois? Ça, c'est tout le mystère des vendeurs de montres. C'est toute la partie un peu moins reluisante du marché, justement. Est-ce que tu penses que ce marché, maintenant, il est en partie alimenté justement par des cadrans qui sont passés sous des lampes ou des choses comme ça? Ou alors c'est parce que il y a une volonté d'authenticité, on va dire, ou une recherche d'authenticité avec des montres, on va dire, qui ont vécu, hein, comme si les gars en étaient un surhomme avec une Speedmaster de 1969 en imaginant que c'est peut-être celle de Buzz Aldrin qui a disparu ou celle de Neil Armstrong, je ne sais plus. Raté quand même. Hein? Non, je pense que c'est surtout le fait qu'aujourd'hui, il y ait, comme tu en parlais tout à l'heure, une sorte de mode. Aujourd'hui, un cadran qui serait passé du noir au chocolat prend tout de suite beaucoup plus de valeur que le même cadran en parfait état. C'est beaucoup plus tentant de le passer au chalumeau pour avoir un cadran tropical. Ouais, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, pas de est-ce que ce sont des pratiques qui existent ou pas. Moi, je suis pas négociant, je suis pas vendeur de montres, je ne veux surtout pas le faire, ça m'intéresse pas du tout. Mais est-ce que tu es d'accord que c'est une mode ou pas? C'est-à-dire, le propre d'une mode, c'est que ça va se tarir, ça va changer. Qu'est-ce que tu en penses? C'est compliqué. Tu veux une speed avec fond noir et en fait elle est cadran, pardon, elle a un cadran dit chocolat. Parce que c'est plus fun de dire chocolat que marron. C'est ça. C'est plus beau, hein. Marronasse, dégueulasse. Non, chocolat, c'est beau. Et c'est bon le chocolat en plus. C'est très très bon le chocolat. Tu vois, si c'est une mode, t'es pas bien, hein, parce qu'il y a quand même des prix qui s'envolent, quoi. C'est compliqué, c'est comme je fais le parallèle avec l'automobile qui est notre passion. Avant, on voulait des voitures restaurées parfaitement, voire même parfois mieux que comme elles étaient en sortie d'usine. Et aujourd'hui, on commence à voir apparaître une mode qui veut des voitures dans leur jus. Ouais. Donc c'est un peu compliqué. Est-ce que dans l'horlogerie, on fera l'inverse? Est-ce qu'on passera on préfère une montre dans son jus à une montre totalement restaurée? J'avoue que je sais pas. Moi, je préférais une montre dans son jus à une montre totalement restaurée. Après, est-ce que ce sera l'avis de tout le monde? Moi, je pense qu'il y a un effet de mode. En fait, il y a un effet de tendance, mais qu'il y a toujours différents types de clientèle. Je pense à les amis, à un épisode avec Stéphane qui a raconté son histoire avec sa Submariner Hulk, donc cadran vert, lunettes vertes. Il n'achète que des montres neuves full set. Il a le même âge que moi, je lui ai dit qu'on est l'opposé total. C'est-à-dire que moi j'achète d'occasion et plutôt vintage. C'est un choix. Il y a des gens qui préfèrent avoir une montre qui a déjà son vécu pour pouvoir. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que j'adore. J'adore imaginer la personne qui l'avait. Imaginer, alors c'est tel type de montre, quel type de personne ça pouvait être, quel métier elle faisait, comment elle était habillée, etc. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Après, je sais qu'il y a des gens qui aiment avoir une montre neuve qui soit leur montre à eux
et qu'ils écrivent eux-mêmes leur histoire. Donc c'est deux visions différentes de leur jeu. Bah, elles sont complémentaires en tout cas. Mais qu'est-ce que tu penses de... Bon, est-ce que tu as déjà acheté une montre neuve? J'ai déjà acheté une montre neuve. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'expérience client quand tu vas acheter une montre neuve? Ça dépend. Ça dépend, c'est différent, pardon, d'une montre vintage. C'est un petit peu plus... Enfin, l'impression que j'en ai, c'est que c'est un petit peu plus artificiel parce qu'on est dans l'univers du luxe, donc voilà, c'est très codifié. L'univers du vintage, souvent, j'ai l'impression que c'est une affaire de rencontre. Même avec un marchand, on va avoir souvent une relation qui est beaucoup plus... je vais pas dire amicale, mais voilà, on va pouvoir beaucoup plus discuter entre passionnés qu'on ne le ferait avec un vendeur dans un grand magasin. Je te rejoins là-dessus. Dites-nous en commentaire, bien évidemment, ce que vous en pensez. Moi, je te rejoins. Ce qui me plaît dans l'occasion, c'est le vendeur. C'est ça. Et alors, est-ce que je pourrais acheter une montre d'occasion à un vendeur, mettons de côté la confiance ou non, la véracité ou non, le faux ou pas, c'est pas le sujet. À quelqu'un que je n'apprécie pas ou que je vais dire oui, je pourrais, mais ce qui m'intéresse quand même, c'est, dans ce que j'achète, une partie du prix provient, du prix que je suis prêt à mettre, provient quand même de à qui je l'achète. Et du plaisir de l'acheter. Voilà, c'est ça. Et je ne me retrouve pas là-dedans. Peut-être que je ne l'ai pas essayé suffisamment, mais je ne me retrouve pas là-dedans dans le parcours client et l'expérience que tu as dans un point de vente multimarque ou monomarque pour acheter du neuf. Voilà. Pour moi, il n'y a pas d'émotion, c'est codifié dans le luxe ou avec une émotion qui est de plus en plus factice et ça ne m'intéresse pas beaucoup. Tu vois, c'est ce que j'essaye de valoriser dans cette émission Petite montre entre amis. En fait, une montre toute seule sans son propriétaire, bah, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, les machines n'ont pas besoin d'avoir l'heure, hein. Elles l'ont l'heure. C'est ça. Alors après, c'est vrai que c'est assez particulier parce que du fait que je sois assez jeune, en boutique, j'ai plus eu souvent de mauvaises expériences du fait qu'on ne me prenne pas au sérieux, etc., que de bonnes expériences. Mais à l'inverse, justement pour ma dernière montre qui est une montre neuve, j'ai eu une excellente relation avec une vendeuse qui était absolument adorable et qui, elle, m'a vraiment donné envie d'acheter. Mais voilà, on va dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Il faut essayer les deux. Ok. Avant qu'on enchaîne sur la séquence souvenir, tu finis quand ton cursus d'horloger? Alors là, donc j'ai fait 1 an de CAP l'année dernière. Ouais. Comme j'avais déjà mon bac, c'était une version accélérée au lieu de 32 ans, c'est en 1 an. Là, en ce moment, je suis en brevet des métiers d'art, donc là, c'est en 2 ans. Ouais. Et je compte enchaîner sur un DNMAD, Diplôme national des métiers d'art et du design, avec une spécialité restauration. Là, ça dure 3 ans. D'accord. 3 ans en plus des 2 ans. En plus des 2 ans et en plus des 1 an de CAP. Donc, tu es ta première année des 2 années. C'est ça. Donc là, tu es en train de finir, tant bien que mal, avec le confinement, ta deuxième année. Je suis en train de terminer ma première année de CAP, de BMA. Voilà, donc tu as encore une année à faire et après encore 3 ans. C'est ça. Donc quel âge tu as là? 18? Je viens tout juste d'avoir 20 ans. 20 ans, excuse-moi. Donc tu arriveras sur le marché à 23, 24 ans. Exactement. Ouais, c'est ça. Et là, donc tu veux... c'est quoi ton projet professionnel? Tu as parlé un peu de restauration là. Comment tu vois la suite? Évidemment, le champ des possibles est vaste devant toi. C'est ça, d'autant que je me suis retrouvé en études d'horlogerie, je ne vais pas dire par hasard, mais de façon un peu précipitée. Donc du coup, j'y ai pas vraiment pensé avant. Aujourd'hui, ce qui me plairait vraiment serait d'avoir une boutique, un atelier de réparation, d'entretien. Créer mes montres, etc. C'est pas forcément ce qui m'intéresse. C'est vraiment le côté entretien parce que j'étais avant tout collectionneur avant d'être horloger. D'accord. Donc du coup, c'est vrai que j'ai quand même ce côté collectionneur. Donc je veux travailler avec des montres vintage, découvrir ce genre de choses, etc. Mais avec un côté patrimonial, pas dans le sens vénal, mais dans le sens, de la préservation du patrimoine. Ouais, c'est ça. C'est sympa ça. Quand il se lancera, qu'est-ce que vous en pensez les amis? Charles reviendra nous raconter où est sa boutique, qu'est-ce qu'il fait, etc. Et quelle super promo il fait pour les abonnés de la chaîne.
Charles, merci pour cette première partie. Est-ce que tu veux nous raconter comment le petit grain, la petite graine de l'horlogerie t'est arrivé? Tu t'en souviens ou pas? Alors, ouais, c'est un peu spécial. Quand j'étais petit, je m'intéressais à plein de choses. Vraiment, je me suis intéressé, j'ai collectionné, j'avais déjà les gènes du collectionneur. J'ai collectionné aussi bien les timbres, les pièces, les couteaux, j'ai les bandes dessinées, les comics. Enfin, j'ai collectionné plein de choses. Et au fur et à mesure, j'ai découvert différents domaines. Et le plus souvent, c'était via les marchands de journaux, avec tout ce qui était collection Altaïa, Atlas, etc. J'y allais tous les dimanches avec mes parents. J'étais le buraliste me connaissait bien, il me mettait toujours de côté les magazines qui pourraient m'intéresser. Et un jour, Altaïa ou Atlas avait sorti une collection sur les montres militaires, où il y avait une montre, je crois que le numéro 1 coûtait 1,99 €, quelque chose comme ça, Ouais. avec une petite montre style montre G10 Ouais. et un magazine qui parlait de montres. Je l'ai acheté et j'ai porté cette montre, je me suis intéressé en lisant le magazine et je me suis mis à rêver de montres. Ah, c'est Et bon ça. c'est ça, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte que c'était le domaine qui réunissait tout ce qui m'intéressait. Il y a aussi bien le côté mécanique et design que j'aime en automobile, il y a le côté très artisanal que j'aimais par exemple avec la coutellerie, il y a les bracelets, voilà, on parlait de maroquinerie, j'adore la maroquinerie, il y avait les bracelets, donc du coup, c'est ce qui a tout se rejoignait sur l'horlogerie. Et du coup, c'est devenu ma passion principale depuis 4 ou 5 ans. C'est bon ça, hein. C'est ça. Et tu te souviens à part cette. Donc en fait, la montre qui t'a marqué, c'est une montre que tu as eue dans un fascicule, effectivement. Pour le coup, c'est un business que j'ai connu pour avoir travaillé là-dedans. Il y avait Atlas et Altaïa, exactement. Mais de mémoire, tu avais des fascicules, c'était une série, tu avais d'autres fascicules derrière. Tu t'es C'est abonné ça. ou pas? Non, alors je me suis jamais abonné parce que sans que ça paraisse, ça fait un budget. Et quand je m'y suis intéressé, j'étais fin collège. Mais je crois que j'avais acheté les 2 ou 3 premiers numéros. Et après, j'ai commencé à acheter d'autres petites montres. Des choses pas honteuses, mais on commence toujours quelque part. J'ai eu des montres inavouables, mais au fur et à mesure, je me suis pas mal renseigné Attends, une sur... montre inavouable, t'as un exemple à nous donner quand même? Ah, Roulement de tambour, hein. Attention. j'en ai un qui me vient en tête, c'était une montre hommage, on va dire. Moi aujourd'hui j'appelle ça une copie, mais bon, à ce moment-là, je m'étais convaincu que non, non, c'était un hommage. Voilà, c'était une Marina Militare, donc je crois que c'est fabriqué par Parnis. Ouais. C'était une bonne copie de Panerai qui était absolument énorme sur mon poignet de 16 ans. Ça faisait 44 mm, c'était vraiment énorme. Et ce qui est amusant, c'est que c'est elle qui m'a servi de cobaye pour mes premiers démontages horlogers. Avec un Unitas dedans d'ailleurs. Avec un Unitas, alors avec un clone d'Unitas. Un Seagull, oui, Un oui. Seagull, c'est ça. Et c'est un mouvement que j'ai démonté de façon totalement artisanale avec une pince à épiler, un tournevis complètement abîmé et un cure-dent. Et que t'as pas rhabillé d'ailleurs, parce que tout était déglingué. Ah non, Si, t'as réussi, celui-ci j'ai réussi à le remonter. Ouais. J'ai dû le démonter et le remonter une bonne centaine de fois. J'ai passé mes soirées, ça m'éclatait. Et ce qui est amusant, c'est que quand on est arrivé à l'école, la première fois ils nous ont donné un Unitas, je l'ai monté et démonté beaucoup plus vite que les autres, parce que du coup je l'avais déjà fait plein de fois. C'est pour ça que tu as fait en fait ton CAP en un an, quoi. Voilà. Hein, pas uniquement parce que tu avais déjà ton bac, c'est bon ça. C'est bon. Et pour le coup, est-ce que ce démarrage un peu avec cette montre entre guillemets type militaire fait qu'aujourd'hui les montres militaires, c'est un truc qui t'intéresse, quelles que soient les époques? Bizarrement, pas du tout. Je sais pas si c'est le fait que je m'y sois intéressé assez jeune, mais mes goûts, ils ont énormément évolué. Euh, Au début, je pouvais m'intéresser à tout ce qui était montre squelette, une autre marque Piguet, Royal Oak Offshore, Richard Mille, ça me faisait rêver. Aujourd'hui, je suis passé au total opposé. J'aime les montres très très plates, avec des mouvements très simples mais bien faits. J'aime les belles finitions, éventuellement une belle patine sur une vintage. Je suis passé vraiment totalement à l'opposé. Et les montres militaires, ça m'est totalement passé. Jusqu'à ce que ça change. On verra. Bah oui, Peut-être. parce que la taille de ton poignet n'a probablement pas changé, donc tu as un poignet assez fin, etc. Donc avoir une grosse Panerai Luminor ou une grosse plongeuse, ça va peut-être difficile, mais
Attends, les goûts et les On sait couleurs, jamais. mais oui, ça évolue, vous verrez. Quand il reviendra sur la chaîne, vous verrez que ça a évolué et qu'il a d'autres choses à raconter. C'est parti les amis pour le quiz, hein. Je l'ai vu avec le sourire en coin. Je sens qu'il est sous pression, hein. Bon, je dis ça à chaque fois les amis, mais bon, vous le savez, comme il n'y a pas de règlement, tous les coups sont permis. Alors, cher Charles, j'ai 2 petites questions pour toi. Tu es prêt? C'est parti. Alors, parmi ces 3 modèles, seul un modèle est un modèle de chez Hermès. Donc je te donne 3 noms de montres. Il n'y en a qu'un seul qui fait partie de Hermès. Ok. Réponse A, Long Island. Réponse B, Cap Camara. Réponse C, Cape Cod. C'est la Cape Cod. Eh oui, c'était facile. C'était plutôt facile. Ouais, parce C'est que un c'est modèle plutôt mythique. facile, parce que tu le sais, bien sûr, Cape Cod, hein, je la montre en image là avec le montage. Bah évidemment, vous avez là tout le look des boucles hein, pour les chevaux. Très très belle montre, souvent vendue, si ce n'est exclusivement d'ailleurs avec un double tour. C'est ça. en Et je crois cuir. que ça a été la première montre. C'était Margiela. Non, oui, je crois que c'était ça qui avait inventé justement ce bracelet double tour pour la Qui Cape donc Cod. Qui Margiela, si je dis pas de bêtises. Je sais pas. Je sais pas. Bonne question. Tu sais quoi? On va demander aux amis et à la communauté de nous indiquer cette histoire avec le bracelet double tour. Et globalement, un double tour en cuir, que ce soit avec ou sans montre, c'est quand même une belle signature Très joli. d'Hermès. Et d'ailleurs, ma mère porte aussi une montre Hermès, une heure H avec un bracelet double tour. Eh oui, très très beau. On aurait pu citer Nantucket et on serait resté pas loin de Cape Cod, Slim, Arceau, H, tu en as parlé. Vraiment des très très belles montres chez Hermès. Charles mène 1-0, mais comme elle était facile cette première question, j'ai quand même densifié les choses pour la deuxième, mais j'ai bien peur que tu le saches également. Alors, à part Hermès, quelle autre marque de renom est motorisée par Vaucher Manufacture Fleurier, hein, VMH, qui est le nom de complet de Vaucher. Tu disais tout à l'heure en partie racheté. Hermès a racheté 25% des parts de Vaucher Manufacture Fleurier. Alors, à part Hermès, quelle autre marque de renom utilise les mouvements Vaucher Manufacture Fleurier? Réponse A, Tiffany. Réponse B, Montblanc. Réponse C, Parmigiani Fleurier. Parmigiani. Quelle belle victoire de Charles, les amis. Pas une once d'hésitation, un scintillement dans le regard dès le début des questions qui disent tout. Tu le savais tout de suite. Eh oui. Qu'est-ce que tu penses de Parmigiani Fleurier, justement? C'est une très belle marque. J'ai un ami qui est un fan de la marque, qui en avait 2. C'est vraiment très très beau. J'aime beaucoup la forme de leurs cornes. Ouais. Leur partenariat avec Bugatti, c'était très beau. Aujourd'hui, c'est avec Jacob & Co, c'est un petit peu différent, mais avec Parmigiani, c'était vraiment beau. J'aime beaucoup la Tonda 1950, évidemment, en modèle 3 aiguilles. Pour moi, Bien sûr. c'est ma préférée. Qui est justement le même mouvement. C'est le même mouvement, un micro-rotor en plus, c'est exactement. vraiment magnifique. Ouais. Non, c'est une très très belle marque. Je vous invite à regarder. Hein. Ouah, sous-estimé, je sais pas. Je pense que Parmigiani, je connais pas Michel Parmigiani, hein, mais avec Alain Silberstein, avec Franck Muller, ça fait partie des fréquemment un peu des enfants terribles de l'horlogerie qui arrivent et qui révolutionnent des choses et qui proposent des choses différentes. Et on voit bien la difficulté de réussir à se démarquer comme marque horlogère. Parce que quand tu as des marques comme Rolex, Omega, Longines, etc., qui ont 200, Patek Philippe, Vacheron Constantin, qui ont 200, 300 ans d'histoire, arriver avec une montre qui porte ton nom quand tu es horloger, tu vois. Donc pour l'instant, ça ne t'intéresse pas, mais imaginons Charles, peu importe son nom de famille, crac, il sort une montre. Sur le marketing, la distribution, ça va être difficile. C'est très compliqué, il y a peu de marques qui y arrivent, mais c'est possible. Il y a des marques, tu cites Parmigiani, mais il y a aussi des marques allemandes, Nomos, Langenson, qui sont des marques très récentes.
Richard Mille, qui utilise aussi du À Vaucher Langen d'ailleurs. Zone, ils étaient là bien avant, mais ils ont étaient là avant, une nouvelle effectivement. naissance. Ils ont une nouvelle naissance. Oui, non, mais c'est éminemment compliqué. Et d'ailleurs, ça fait le lien, vous l'avez compris, avec Hermès, qui lui est arrivé dans l'horlogerie en mettant son nom sur des montres qui étaient fabriquées par d'autres. C'est Et exactement pour autant, ça. petit à petit, en avançant, ils sortent des montres aujourd'hui qui sont fondamentalement de l'horlogerie mécanique, et complètement dans leur ADN, quasiment bicentenaire. C'est ça. C'est beau les amis, c'est beau. On va passer maintenant à ta prochaine montre. Charles, est-ce que j'ai l'impression que tu en as déjà acheté une, donc je ne sais pas si tu en as une autre en tête, mais est-ce qu'il y a eu un modèle ou une montre dont tu rêves, entre guillemets, ou que tu aimerais avoir à ton poignet? Alors, un modèle dont je rêve. Une Calatrava. Pourquoi pas? Une 96. Ouais. Une référence 96, ça me plairait beaucoup. Non, alors sinon, dans un budget plus abordable, mais dans le même univers, une Vacheron Constantin 60-68, qui est un modèle des années 50, 60, Ouais. avec des cornes facettées qui sont vraiment magnifiques. Et ça, je pense que ce sera la prochaine. Des cornes facettées un peu comme les boîtiers Spillman, facettées. Facettées à plat, avec vraiment des facettes plates, un peu comme ce qu'on voit sur les Patek World Time. Ouais. Ce genre de choses, mais en vraiment plus marqué. Les cornes en fait reprennent le motif de la croix de Malte. Oui. Et elles viennent vraiment sur le côté du boîtier, c'est vraiment très beau. Mais on est dans un univers, je parlais de Calatrava parce que souvent les montres 3 aiguilles extra plates avec des index très épurés et souvent, pas toujours, une petite seconde à 6 heures, on les appelle Calatrava. Souvent. Alors qu'en fait, il n'y a qu'une seule Calatrava, qu'un modèle, on va dire. Il y a plein de références, mais il n'y a qu'un modèle, c'est celui de Patek Philippe. Mais là, cette Vacheron Constantin, tu es toujours dans le monomaniaque. Ah, je persiste. Je Tu persiste sur la 3 et tu aiguilles. signes. Exactement. Voilà. Je ne veux pas que vous me voyiez avec une plongeuse. Hein? J'en porte l'été parce qu'il faut quand même avoir des montres qui sont adaptées à toutes les situations. Donc j'ai une plongeuse pour l'été pour le bord de la piscine, mais j'oublie pas le soir de sortir ma 3 aiguilles avec une belle veste. Eh ben écoute, c'est super. Charles, merci beaucoup. Merci à toi, Xavier. Les amis, si vous avez envie de participer, vous avez vu, c'est toujours pareil, c'est simple. Un email sur contact@dailyshoes.fr. Vous pouvez me contacter en message privé sur Instagram si vous voulez, la référence de votre montre, de quoi vous avez envie de parler. Et puis on trouve une solution pour que vous puissiez parler de votre émotion, de votre histoire et de ce qui vous plaît dans votre montre, soit avec Petite Montre entre amis, soit Dual Time, on fait ça à distance, soit Street Watch dans une ambiance plus folle et plus décontractée. Allez, je vous dis à bientôt!